Eh ben, écoutez, c'est parti. Je suis en compagnie de Foudre, Xfoudre, qui est, plutôt spécialisé dans l'écosystème Multiversix, mais bon, te connaissant rapidement, je sais que tu regardes un peu tout, c'est juste que tu as Ouais. choisi de faire un focus là-dessus et justement, pour une fois, on va parler de cet écosystème-là. On couvre de l'Ethereum, du Solana, du Cosmos, de l'Avalanche, de tout ce que tu veux. Pas de Multiversix par, méconnaissance du sujet, j'essaie de vous en parler généralement. C'est pas un live sponsorisé, hein, je tiens à le préciser, c'est, voilà, on fait un fondat entre nous et on va s'occuper de regarder tout cet écosystème. Comment tu vas, toi? Bah écoute, la forme, hein. C'est vrai que j'ai pas eu besoin de mettre un petit billet sur la table pour que tu me fasses passer. Bah, c'était surtout vis-à-vis de Multiversix parce qu'on fait parfois du contenu sponsorisé sur Coin Academy. Là, en Ouais, bah, j'ai l'occurrence, vu, ça vous avez parlé va. des Sovereign Chain. Tout à fait. On va en parler ce soir. Donc, on va parler de cet écosystème. Donc, déjà, Multiversix, il y a un projet qui est arrivé quand? En 2019? C'est ça, l'IO, elle date de. Donc l'IO sur Binance, elle date de 2019. Et le mainnet, il est arrivé l'année d'après, pile un an après, en juillet 2020. Juillet 2020. C'est ça, ouais. D'accord. Et initialement, c'était un alt layer 1, on va dire, concurrent de Ethereum, etc., avec du staking avant l'heure, du sharding avant l'heure, donc plus de performance, C'est ça. et une meilleure, comment dire, une meilleure Alors, UX, parce qu'à l'époque, c'était pas trop ça aussi, on va pas se c'est mentir. sûr, c'est sûr. Après, quelque chose qui est important aussi, c'est qu'ils se sont jamais affichés comme Ethereum Killer, si tu veux. Ouais, Et c'était beaucoup comment dire, le narratif à l'époque, quand on a toutes les Layer 1 qui sont arrivés, comme Avalanche, Solana, tout ça. Mais eux, on peut retrouver des tweets de Benjamin qui en parlent dès le début, que c'est pas leur but de se positionner comme un Ethereum killer du tout. très bien. Et bah, du coup, tu vas nous en parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres en termes de layer 1. Et justement, on va peut-être commencer déjà par parler des dernières nouveautés de Sovereign Chain parce que initialement, voilà, c'est un layer 1 en proof of stake, même en preuve d'enjeu délégué, si on peut Ouais, dire ça c'est comme ça. ça. Ouais. Comme on peut le voir sur Cosmos, sur EOS et d'autres écosystèmes, qui a choisi d'avoir un block time relativement court, une finalité relativement courte aussi. Pour Donc, l'époque, ouais, on va dire. Maintenant, ça ouais, commence c'est sûr que comparé à de nouveaux Layer 1, surtout qui se build, comment dire, sous l'égide un peu de la modularité, c'est sûr que ouais. maintenant 6 secondes, ça peut faire un peu long. Et surtout pour tout ce qui va être cross-chain, cross-shard exécution, où là, tu peux taper du 40 secondes si tu veux. Ok. Mais Donc, tout du ça coup, va changer, on va en parler. tu vas nous expliquer. Bah déjà, cette idée de sharding, de cross-shard, etc., c'est quoi exactement? Alors, le sharding, c'est en gros diviser la blockchain en plusieurs sous-blockchains, donc en ce qu'on appelle des shards, pour traiter les transactions plus efficacement. Donc en fait, tu as 3 types de sharding. Tu as le sharding de network, qui est du coup séparer la blockchain en plusieurs shards. Tu as le sharding de state, donc qui est de séparer les états en fonction des validateurs. Donc que chaque validateur sur chaque shard ait que leur state à s'occuper, donc que leur base de données, entre guillemets, à s'occuper et pas celle des autres Donc, shards. on n'a pas un état commun à tout l'écosystème à ce moment-là. Exactement, exactement. Et du coup, ensuite, tu as le sharding de. Alors, attends, j'ai dit réseau, c'est du coup de transaction, qui est que Ok. l'exécution, du coup, se passe que sur les validateurs de ce shard-là et qu'il n'y a pas, comme on peut le voir par exemple chez NIR, où ils ont en fait des super nodes qui construisent les blocs. Et c'est pas tous les nœuds du réseau, c'est vraiment qu'une toute petite partie. D'accord, ok. Ok. Et donc, il n'y en a pas beaucoup des blockchains shardées aujourd'hui. Tu as quoi? Tu as Zilliqa, NIR? Zilliqa, j'avoue, je sais pas à quel point ils sont shardés ou pas. Mais par exemple, NIR n'est pas full shardé. EGLD, en tout cas de ce que je sais, c'est la seule blockchain qui est fully shardée, donc elle a les 3 types de sharding. Aujourd'hui, NIR a que le sharding de transactions, je crois, parce qu'en fait, tu as ce qu'on appelle des chunk producers, donc ils produisent que des petites parties de blocs. Et Mhm. tu as pas le sharding d'état encore et pas le sharding de réseau. Tu as le sharding de réseau qui va bientôt arriver avec, je crois, c'est la mise à jour Nightshade. Ouais. Et par contre, ils n'ont pas prévu du coup de sharding de, euh, de réseau. Donc il restera une seule chaîne si tu veux. C'est juste Ok. la production des blocs en fait au sein de l'écosystème qui est shardé. C'est un peu différent. Ok. Et Multiversix, d'ailleurs, tu le verrais un peu comme un layer 0 au final, maintenant qu'il y a ces histoires de sovereign chain. Ouais, un petit peu, ouais. Parce qu'en fait, c'était un peu le but. Alors je pense que c'était un peu leur idée à la base, si tu veux. C'est que comme ils ont construit du coup leur blockchain avec le sharding, avec cette exécution si tu veux, qui est cross-shard, en fait rien ne t'empêche d'ajouter un autre shard. Donc aujourd'hui on en a 3 et rien ne t'empêche d'en ajouter autant que tu veux. Donc en fait tu peux avoir quelque chose qui vient
un peu tapé dans le narratif un peu des layers 0 et des AppChains, où en fait, en plus d'ajouter d'avoir du sharding qui est homogène, ce qu'on a sur GLD, tu peux avoir du sharding qui est hétérogène, qui va ressembler plus à ce que fait Polkadot, à ce que fait Avalanche, ou alors pas vraiment Cosmos pour le coup, mais du coup maintenant on a ces deux-là. Donc tu peux autant rajouter des shards qui sont à part entière du main, du mainnet et qui vient juste rajouter un peu plus de capacité en termes de scalabilité. Et par contre, à tout moment, tu peux venir ajouter une AppChain qui va avoir ses propres règles, qui veut par exemple, je sais pas, un block time beaucoup plus court pour avoir un perpdex, ces choses-là. Et du coup, en fait, tu as les deux qui peuvent coexister via du coup les sovereign chains et tout ce qu'ils ont apporté. C'est justement ça que j'essaie de bien cerner. C'est parce que je sais que sur Avalanche, tu peux avoir aussi bien un subnet privé qu'un subnet public partagé avec tous. C'est un peu la même idée ici. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir les deux. Autant une entreprise peut construire son sovereign chain, d'où le nom d'ailleurs, qui est même complètement, si tu veux, en dehors du réseau MVX, qui est même pas connecté à lui, qui vient juste utiliser le SDK comme tu ferais avec Cosmos, si tu veux. Et par contre, si tu veux vraiment te connecter à la main chain, là, il faudra te connecter grâce à ce qu'on appelle du coup c'est le Gravity Layer, et en fait qui va gérer toute cette partie shared security pour être sûr que on va enchaîner. Tout ce qui est cross-shard transaction se passe. Ouais, ok, donc est-ce que tu as une page qui parle de ça, du Gravity Layer? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était une sorte de restaking. Ouais, c'est ça. Mais pas que, du coup. Pas que, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Je l'ai pas prévu celle-là, mais je l'ai ouverte dans un coin. Elle est là. Il y a un blog post sur l'Agora, donc du coup, qui est le forum. Qui est le forum de MVX. Ok, ça charge. Donc, en gros, il faut que tu bloques un certain nombre d'IGLD tokens, j'imagine, pour être en capacité de rejoindre la main chain. En fait, tu as vraiment un peu, si tu veux, les 2-3 modèles qu'on a aujourd'hui, que ce soit avec Avalanche, Polygon. Ils ont essayé de tout inclure à l'intérieur pour que les builders, si tu veux, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, soit tu peux par exemple avoir un stacking natif en EGLD sur la main chain qui te permet de rejoindre le validateur set de ce sovereign chain-là, donc comme tu as par exemple sur Avax. Tu peux avoir du double stacking, c'est-à-dire tu veux avoir un stacking natif sur la main chain, mais aussi un stacking dans ton token natif de ton sovereign chain à toi. Ou tu peux avoir aussi du restaking. Par exemple, si tu es une entreprise et que tu veux pas que tes validateurs aient à, entre guillemets, investir sur un autre token que le tien, tu peux utiliser le restaking. Et du coup, là, c'est la communauté qui va apporter ces EGLD-là pour avoir le shared security. Ok, c'est pas tout à fait clair pour moi à ce stade, je t'avoue. Parce que j'ai l'impression que dans le cas 1 que tu m'as présenté, dans le troisième, tu mets des EGLD. Est-ce qu'il y a un monde où il n'y a pas de GLD pour gérer la sécurité d'un réseau? Non, ça c'est pas possible. D'accord. Tu es obligé d'avoir soit des EGLD en natif sur la main chain, soit du restaking. Ok. Ouais, parce qu'en fait, sinon tu peux pas assurer la sécurité en fait de la communication entre un sovereign shard et la main chain. Parce que sinon, si tu peux construire ta blockchain totalement de manière souveraine avec tes propres validateurs, rien ne t'empêche de, par exemple, prendre tous les EGLD qui sont dans les comptes de tes utilisateurs et faire un swap sur la main chain et puis partir avec les sous si tu veux. Donc tu es obligé d'avoir une shared security pour pouvoir être interopérable et composable avec la main chain. D'accord. C'est pour ça que tu as cette histoire soit de stacking natif, soit de restaking. Ok, et au niveau du restaking, tu as plus d'informations à ce sujet-là? Alors, parce que là c'est un sacré blog post, donc bon, ça sera juste vraiment si vous voulez aller voir. Peut-être que je peux dropper le lien dans le chat. Alors attends, comment? C'est à droite que tu l'envoies, sinon tu me l'envoies en privé, moi je le mets. Mais ouais, parce que j'ai le chat, mais j'ai pas de case pour chat. Et le privé de chat, tu l'as? Ouais, j'ai le privé de chat, je te l'envoie en privé et tu pourras reposter. Parfait. Donc, alors, restaking, j'ai pas trop dig le truc parce que c'est assez nouveau et c'est encore en complète discussion dans l'Agora, si tu veux. Ok. Mais de ce que j'ai compris, en fait, tu auras un contrat de liquid staking sur la main chain. Donc, qui pourra marcher soit avec, par exemple, de l'EGLD, soit, par exemple, avec du liquid EGLD qu'on a sur Atom, par exemple. Ok. Et les validateurs devront... les validateurs ou des users pourront, du coup, stacker leurs EGLD en liquid. Et ensuite, tu pourras les déposer chez un stacking provider qui est sur un sovereign shard. D'accord, ça marche. Et pour revenir donc sur les sovereign chains, j'ai cru comprendre aussi que pour essayer d'introduire un petit peu cette technologie, on te parle de layer 0, mais aussi de layer 2 pour BTC, Ethereum, Solana. Est-ce que ça, tu as regardé un petit peu plus en détail? Ouais, alors en gros, ce qu'ils veulent faire, si tu veux, donc au départ, ça a vraiment commencé comme un simple SDK pour faire des AppChains.
Ouais. Et petit à petit que les choses ont évolué, si tu veux, ils ont voulu aussi pousser à un autre narratif qui est de construire un peu des interoperability layers, si tu veux, entre plusieurs blockchains. Donc par exemple, tu pourrais construire un shard qui, son rôle principal, c'est de s'occuper de faire des cross-chain transactions entre MVX et Ethereum, par exemple. Et par exemple, tu peux en fait l'avoir soit en Zk Rollup, soit en Optimistic Rollup. Et en fait, c'est le consensus, de ce que j'ai compris, c'est le consensus qui vient valider tous les bridges que tu veux faire, par exemple, du Sovereign Shard à Ethereum ou pour une cross-chain exécution, si tu veux. Donc, tu vas pas avoir besoin d'un bridge qui est centralisé ou tu as un multisig dessus. Là, c'est vraiment, en fait, le consensus qui s'en occupe. Donc, tu n'as pas de trust assumption, si tu veux, qui est plus forte que le réseau que tu utilises. Donc, tu n'as pas à faire confiance à une autre comment dire, entité, si tu veux, que la chaîne sur laquelle tu es, quoi. Et du coup, moi, je me pose cette question, c'est pourquoi avoir sorti ça maintenant, alors qu'on a déjà les subnets Avalanche qui sont prêts, qu'on a déjà la possibilité de faire des app chains avec des frameworks sur Cosmos comme Ethermint, etc. Pourquoi avoir sorti ça maintenant? C'est quoi la plus-value, en fait? Alors, je pense que déjà, c'est double parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu regardes Avalanche, tu es censé pouvoir utiliser n'importe quel VM dessus, mais tous les subnets aujourd'hui sont sur EVM. Ouais. Et je pense que c'est aussi important. Alors, j'ai pas assez dit téléporteur, mais je sais pas si téléporteur, par exemple, pourrait gérer une cross-chain exécution, si tu veux, entre une chaîne qui est par exemple en move VM avec un autre subnet qui est en EVM. Je suis quasi sûr qu'en l'état, c'est que de l'EVM, ouais. Ouais, j'ai vérifié tout à l'heure, tous les subnets sont en EVM, ça c'est sûr. Ouais. Donc après, est-ce que Téléport du coup peut faire ça? Je sais pas, mais je pense que vu qu'aujourd'hui il n'y a que de l'EVM, ils sont principalement focus là-dessus. Ouais, tu as quasiment tous les subnets qui sont en VM. Il n'y a Ouais. pas tout à fait que ça, mais quasiment. Parce que tu vas avoir Landslide qui va sortir, qui est un subnet qui Alors je parle fonctionne pour sur la ceux tech qui de sont live, Cosmos. je parle pour ceux qui sont live. Mais d'ailleurs, attends, je crois que j'ai tac. Ouais, l'explorateur de subnet. Ouais, tu vois bien, c'est tous EVM ici. Exact. Ouais, exact. toutes celles qui sont live sont sur EVM. Et du coup, en fait, la différence, c'est que MVX de base fonctionne déjà avec deux VM. Tu as la VM, t'as la VM system qui va gérer tout ce qui se passe sur la main chain, qui va gérer le stacking. Elle est en Go. Et ensuite, tu as la VM qui gère toute l'exécution des transactions, smart contract, tout ça, qui est en WASM. Et en fait, ils ont déjà du coup un module qui permet de faire interagir ces deux VM. Donc en fait, maintenant, ce qu'ils viennent ajouter avec les Sovereign Shards, c'est que tu peux du coup, par exemple, implémenter une Move VM, construire un module qui te permet, comme ce qu'ils ont aujourd'hui sur la main chain, de faire communiquer les deux. Et du coup, par exemple, d'avoir un shard avec multi-VM dessus. Comme par exemple avec ce que fait Movement. Ouais, Movement, je crois. Il y en a un autre. Il y a Fluent. Qui est vraiment pas connu, mais j'ai plus le nom en tête. Il y a Fluent qui fait ça aussi. C'est pas Blender ou Blend? Oui, c'est Fluent qui fait Blend, oui. Ok, bah voilà, c'est ça que j'avais en tête. Donc dans la même idée, si tu veux. Et donc du coup, ça pourrait te permettre du coup d'agir en interoperability layer entre, je sais pas, par exemple, entre Solana et Ethereum, entre Bitcoin et Ethereum, entre MVX et Solana, etc. Donc en gros, tu construis une application et après tu sais que tu as un protocole de messagerie qui permet l'interopérabilité entre... c'est ça. Et le protocole de messagerie, si tu veux, il est géré par la méta-chain, la main chain de MVX, si tu veux. C'est le même fonctionnement aujourd'hui que les cross-chain transactions. Ouais, ce qui donne plus de sens au nom Multiversix d'une certaine façon. Exactement. Et aussi, tu n'as pas tous ces problèmes que tu peux avoir avec... Enfin, tous ces problèmes, c'est un grand mot, mais par exemple, l'IBC, si tu veux, tu peux pas assurer la liveness, je crois, de l'IBC. C'est trustless, si tu veux, tu n'as pas besoin de faire confiance aux relayeurs. Mais par contre, si les relayeurs sont pas live, ils sont pas live. Donc, entre guillemets, par exemple, un État pourrait venir agir sur ces relayeurs pour les débrancher. Et du coup, à ce moment-là, Cosmos les environnements deviendraient isolés. Voilà. Ouais. Que là, du coup, comme c'est entre guillemets enshrined dans le protocole, tant que MVX tourne, toutes les communications entre tous les shards tournent, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très clair. Ouais, du coup, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, c'est un concurrent un peu de ce que fait Avalanche, Cosmos, etc. Mais pensé un petit peu différemment, on va dire. Ouais. Et plus récemment, d'ailleurs, tu as Saga qui est un peu comme ça aussi, je crois. Ouais, Saga, d'ailleurs, j'ai lu leur white paper, c'était avant-hier, je crois. Je trouve ça vraiment bizarre. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que chaque smart contract a sa blockchain. Ouais. Et
si tu veux, par exemple, genre toutes les dApps aujourd'hui, tous les protocoles qui sont un peu big, c'est au moins une dizaine de smart contracts. Donc si tu veux construire par exemple un protocole de lending, ça veut dire que pour toutes les informations qui doivent passer d'un smart contract à un autre, toutes les transactions, toutes ces occasions-là, tu vas devoir créer un pont IBC en fait. Donc tu vas devoir construire un light client. Pour moi, c'est pas gérable si tu veux. Bah, en Ça fait, peut marcher pour des trucs très simples, mais dès que tu veux construire quelque chose de compliqué, si tu dois construire un light client pour pouvoir écouter et passer tous les messages entre tous tes smart contracts, je vois pas l'intérêt. Enfin, je sais pas, ça me paraît très bizarre. Bah, leur idée, c'est que dès que tu as un besoin particulier, tu émets des nouveaux smart contracts et que justement, eux font la promesse que très rapidement, ça fonctionne les uns avec les autres. Leur espèce de chainlet là. Ouais. Bah, pour moi, c'est démultiplier le problème de l'IBC, c'est que mine de rien, ça demande des coûts enfin des coûts de développement à chaque connexion que tu veux faire. IBC, si tu veux, quand tu te connectes à IBC, tu te connectes à une chaîne ou à un hub. Et par exemple, via ce hub, tu vas pouvoir aller vers d'autres chaînes. Montre-leur la page Map of Zone, comme ça ils ont une représentation visuelle de ce dont on est en train de parler. Tu tapes Map of Zone sur Google. Hop, le premier. Et là, tu vois du coup toutes les grosses chaînes souveraines de l'écosystème Cosmos, dont Cosmos Hub, Atom. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, il est super bien cet Explorer d'ailleurs. Et du coup, par exemple, si tu prends, je sais pas, on va dire Akash à DYDX. Où c'est qu'il est Akash? Parce que du coup, au centre, okay, au centre voilà, à droite. Okay. Donc tu vois, Akash, du coup, il est connecté. Alors certes, à plein de blockchains, mais il n'est pas connecté. Il est pas connecté avec toutes. Tu vois. Ouais, donc il n'est pas connecté avec DYDX puisqu'il est voilà, sur Bridge. Exactement. Donc du coup, si tu veux, pour l'utilisateur, ça peut être vite compliqué parce que tu vas devoir utiliser des bridges pour te dire, ok, quel chemin je fais pour aller sur la chaîne que je veux. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qui sera pas sur MVX parce que justement, comme c'est protocolaire, le protocole de messagerie, tu seras globalement connecté partout où tu le veux, si tu veux. D'accord. Et pourquoi d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi Cosmos a procédé comme ça? Pourquoi tout le monde n'est pas branché par défaut? C'est pour justement offrir cette liberté de personnalisation? C'est quoi l'idée? Alors, je pense qu'il y a ça aussi, il y a de ça, c'est sûr. Après, si tu veux, quand tu n'as pas de shared security, tu ne veux pas forcément te connecter à tout le monde. Parce que c'est pas dit qu'une blockchain soit pas adversariale, entre guillemets, si tu veux. Et qu'elle peut venir, entre guillemets, un peu foutre la merde chez toi. Tu vois. Je sais pas à quel point, si tu veux, tu dois trust la chaîne à laquelle tu te connectes. Tu as vu, alors ça c'est tout frais, hein, je suis pas sûr que tu l'aies vu, c'est ils appellent ça les pessimistic transactions, un truc comme ça, sur lag layer Polygon. Le but étant en fait d'éviter, en étant branché à tout le monde, qu'une des personnes du réseau essaie de te niquer. C'est-à-dire par exemple, de ce que je comprends, tu as des actifs, et toi tu dis j'ai déposé 100 Ether. Bah, tu peux pas derrière exécuter une transaction chez les autres pour dire ouais, sors-moi 200 Ether parce que chez toi, il n'y a eu que 100 Ether, tu vois. Donc, tu as un espèce de... Ouais, bah c'est ça. Et ça, par exemple, sur MVX, c'est la méta-chaîne du coup qui va s'occuper de vérifier que tu peux pas, par exemple, envoyer une transaction qui est plus grande que ce qu'il y a actuellement sur ta blockchain, par exemple. Ouais, si on va dire si tu as 200 Ether en tout sur ta blockchain, tu peux pas envoyer une transaction de 300. Tu vois. Ça marche. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre pour rester toujours dans le fonda? Alors, on a eu ce projet qui est sorti en mainnet, tu m'as dit en 2020. Ouais. Ça s'appelait historiquement Elrond, hein, on est d'accord? Exact. Ouais. Avec un jeton qui s'appelait ERD. Ouais. Et ensuite, on a le jeton qui s'est appelé EGLD. Pourquoi? Elrond Gold, je crois? E-Gold, tout simplement. E-Gold. Des fois, des gens disent Elrond Gold, mais c'est E-Gold. Je pense, si tu veux, qu'ils avaient déjà pré-shot le fait qu'ils allaient se rebrand à un moment. Parce qu'en fait, ils se sont rebrand pas parce qu'ils voulaient se rebrand. Ils avaient peut-être envie de se rebrand, mais aussi parce que Elrond posait des problèmes en termes de intellectual property par rapport à des anneaux, si tu veux. Bah oui, c'était ça le problème surtout. C'était ça le problème. Donc en fait, avant qu'il y ait le rebranding, c'était déjà entre guillemets un petit sujet dans la communauté. On savait qu'à un moment, c'était probable qu'il allait avoir un rebrand. Tu vois. On savait pas quand, mais on se doutait que ça allait arriver. Surtout s'ils voulaient s'expandre aux US, s'ils voulaient s'expandre en termes marketing aussi, tu vois. Ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'était un peu sûr. Donc je pense que c'était quasiment en prévision de ça. Parce que changer le ticker d'un token, surtout quand elle tourne sur une blockchain, c'est mission impossible. Enfin, c'est un bordel. Tu vois, je sais pas, par exemple, Polygon, comment ça se passe avec le changement du ticker entre Matic et Paul. Mais c'est encore un peu obscur pour moi aussi. Ouais, mais c'est compliqué de fou, tu vois. Donc je pense qu'ils ont pris
ils ont pris l'avance et ils se sont dit on va prendre quelque chose qui est pas relié à Elrond entre guillemets, quelque chose qui est un peu agnostique et qui marchera qu'importe le rebrand qu'on fait après. Tu vois. Ok. Et du coup, ils gueulent. Très bien. Et ensuite, donc cette fois, le nom de la chaîne passe à Multiversix avec effet d'annonce, etc. Bon, je comprends mieux déjà avec ce côté interopérabilité, plus le côté métaverse, multiverse, etc. Mais on a parfois ce sentiment avec Elrond qu'ils essaient de gratter à tous les râteliers. C'est pas les seuls. C'est Nier vrai que ça, Protocol aussi. on peut pas leur en vouloir que ce soit pas les seuls. Alors, Ouais. mais en vrai, moi j'ai pas été d'accord quand les gens disaient qu'ils avaient surfé sur la hype du métaverse avec le rebrand, parce que le top de la hype est arrivé en 2021 avec le rebrand de Meta. Pendant un an, ça a chié sur Meta dans tous les sens. Ils ont pris une raclée en bourse, machin, et ils ont fait leur rebrand un an après, si tu veux. Donc, si vraiment ils auraient voulu surfer la hype, ils auraient fait ça en même temps que le lancement de Maillard Exchange au top du bull run, si tu veux. Là, ils l'ont fait un an après, alors que tout le monde, ça faisait un an que tout le monde disait que le métaverse c'était mort, machin. Et sachant que, si tu veux, leur narrative par rapport au métaverse, alors même s'ils avaient envie de construire quelque chose avec X-World, c'était beaucoup plus complexe que juste l'idée d'avoir un jeu en 3D, si tu veux, dans lequel tu peux interagir avec la blockchain, quoi. Et Donc, c'est quoi la direction voulue aujourd'hui, selon toi Parce que là, on dirait qu'on est dans un mix entre un protocole de messagerie et un Layer 1. Et souvent, on voit des projets qui sont des protocoles de messagerie et qui deviennent ensuite des Layer 1. Je pense à Wormhole, par exemple, tu vois. Là, c'est l'inverse. On part d'un Layer 1 pour aller progressivement sur un protocole de messagerie. Ça me fait un peu penser aussi à Internet Computer, qui d'ailleurs gère très 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 mal sa communication dans ce sens-là, mais ils essaient aussi, tu vois. Ouais. Si tu veux, je vais reprendre un peu ce que j'avais noté quand tu voulais parler des objectifs. Ouais. Parce que je pense que ça répondra à la question. Je pense que déjà, le premier objectif qu'ils voulaient, c'est la narrative qu'ils ont essayé de vendre, entre guillemets, quand ils se sont lancés comme Elrond. C'est d'avoir, de reconstruire le web décentralisé, si tu veux. Et ça passe forcément par la scalabilité. Parce que si tu n'as pas la scalabilité, tu peux pas construire quelque chose comme ça. Tu regardes rien qu'un un protocole de paiement, Bitcoin aujourd'hui peut pas l'être parce qu'il est pas scalable. Tu vois. Tu peux l'être pour une certaine partie peut-être tu vois, financière qui va utiliser ça pour des très très grosses transactions où ils ont besoin d'une sécurité énorme, mais tu peux pas l'utiliser comme moyen de tous les jours. Donc ça c'était le premier truc. Et en fait à chaque fois ils sont venus un peu complexifier cette idée-là et elle reste toujours aujourd'hui. Tu vois. C'est d'avoir un peu ce qu'on appelle aussi la creator economy, où tous les problèmes qu'on a par rapport à, par exemple, tout ce qu'on a sur YouTube en termes de censure, tous ces problèmes-là aussi qui va arriver par rapport à l'IA, où on aura potentiellement des problèmes à différencier ce qui est deepfake, ce qui ne l'est pas. Donc je pense que ils sont venus en fait rajouter des narratifs petit à petit à ça. Donc comme je... Ouais. Vas-y, excuse-moi, en fait, je t'ai envoyé le white paper de 2019 dans la messagerie privée. Alors, eux se définissaient comme une blockchain publique très scalable grâce à l'adaptive state sharding et le secure proof of stake. Ouais. Voilà. Donc, l'accent a été mis sur la scalabilité dès le départ. Donc, du coup, tu as eu scalabilité. Après, ça a évolué vers du coup le web décentralisé. Tu as une grosse part du coup qui est mise sur l'UX. Avec l'on-chain 2FA, avec les tokens natifs aussi. Un truc que j'aime bien dire en général, c'est que c'est un peu comme la loi de Murphy, si tu veux, si la sécurité d'une pratique elle est corrélée un peu à la complexité de sa mise en place, l'utilisateur il va forcément aller vers la solution qui est la moins sécure. Tu vois. Tout doit être ultra sécure et très simple d'utilisation, sinon c'est un peu comme aujourd'hui sur Ethereum, si tu veux, c'est que la moindre signature avec un approve, tu peux te faire drain ton wallet. Tu vois. Et ce qui est pas possible aujourd'hui sur un VX. Et là, je suis d'accord avec toi qu'à la base, ce qui a vraiment fait le buzz pour Elrond à l'époque, c'était leur wallet, Maillard, qui était franchement stylé pour l'époque. Aujourd'hui, il est bien, c'est juste qu'aujourd'hui, le standard, il est monté. Tu me parlais de décentralisation. Elle est comment la décentralisation des jetons et des validateurs sur cette chaîne? On peut regarder ça ensemble? Ouais, alors attends, j'ai ça ici. Donc, 3300 validateurs. C'est ça. Est-ce qu'on a du coup beaucoup de validateurs subventionnés ou proches de la fondation, ou il y a quand même beaucoup d'initiatives? Parce que tu vois, je prends le cas de Solana. Solana, tu as énormément de validateurs qui sont subventionnés par la fondation. Ouais. Tu as des subventions de la fondation, mais ça va être surtout pour attirer, par exemple, des entreprises qui sont
assez réputés et implémentés. Tu vois, par exemple, je pense à Figment. Où c'est qu'ils sont Figment qui doit être par là, ils doivent être dans le top 30, mais je les trouve Ctrl F, voilà, ici. tu l'as. Ouais, ils sont là. Et c'est eux qui gèrent aussi le stacking avec Ledger. Ouais. Donc je crois que la plupart du stacking, n'importe quelle chaîne sur Ledger, ça marche avec Figment. Donc du coup, il va avoir forcément des grants à ces entreprises-là pour qu'ils puissent intégrer le consensus. Parce que tu as 3200, enfin avant en tout cas, tu avais 3200 nodes, et une fois qu'il y en a 3200, tu peux plus en rajouter. Donc tu étais obligé d'attendre que quelqu'un sorte pour pouvoir rentrer des nouveaux validateurs. Ok. Donc en fait, la fondation, aujourd'hui encore, ils ont 480 nœuds, je crois. En fait, ils retiraient des nœuds pour onboard, si tu veux, des Ah, c'est intéressant, ouais, stacking effectivement. providers qui étaient importants en termes de business, si tu veux. Tu vois. Donc on voit Staking Agency, Meria, Averse, Partner, Ouais. qui ont un bon paquet de nœuds aussi du coup. Ouais. Et du coup, en fait, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu le stacking V4, donc phase 4, qui a été ajouté, je crois, il y a 2 semaines ou 1 semaine sur le réseau, donc c'est vraiment tout neuf. Ok. Et en fait, maintenant, tu n'as plus. Alors, le set, il est toujours limité à 3200, mais maintenant, tu as ce qu'on appelle une auction qui se fait entre les nœuds pour pouvoir rentrer dans le consensus. Donc là, si tu vas sur Auction List, ici, tu vois, donc tu as un rollout qui se fait au niveau des validateurs à chaque round, donc tous les jours. Tu as un certain nombre de validateurs qui sortent du consensus qui sont éjectés au hasard, si tu veux, par randomness. Ouais. Ils rentrent dans cette auction list, et dans cette auction list, en fait, ils sont classés par le nombre de EGLD qu'ils ont par nœud. Ouais. Et donc, du coup, par exemple, tu peux voir, donc là, ça descend, tu as 3008, 3005, et tu vas arriver à la limite. Là, à partir de 3400, si tu veux, du coup, tu perds ton auction, et tu es obligé d'attendre l'auction suivante pour savoir si tu vas rentrer, ainsi de suite. Donc ça, c'est des Elrond à eux ou qui ont été délégués. Enfin, des jetons IGLD. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc par exemple, tu peux quelqu'un qui n'est pas stacking provider, donc qui est juste validateur, il peut avoir 4000 EGLD et du coup être au-dessus de cette liste. D'accord, donc tu peux avoir un espèce de mécanisme aussi où tu pourrais pousser les gens à venir te déléguer plus pour rester dans la course. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un gros sujet en ce moment, parce que comme on le sait, du coup, là, je vais revenir sur... Hello tout le monde dans le chat, hein. Je vous lis depuis tout à l'heure, c'est que je suis à fond. Du coup, comme on le sait, là, on a, on va dire 4-5 stacking providers qui étaient très gros, et même trop gros, dont Meria, si tu veux. Meria qui était le plus gros stacking provider sur les 3 années de mainnet. Et en fait, du coup, comme tu viens maintenant classer les nœuds en fonction du nombre de GLD qu'ils ont en staking, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué pour un très gros provider de garder un gros nombre de GLD par nœud comparé à un petit provider. Okay. Donc en fait, Meria, là, depuis le stacking V4, ils avaient, je crois, 220 ou 230 nœuds, et là, ils sont déjà plus qu'à 165. Parce que justement, ils veulent maximiser le nombre de nœuds qu'ils ont dans le consensus. Clique sur Meria. Là, j'essaie de comprendre du coup. Tu vois un certain nombre de nœuds et tu as un nombre de GLD par nœud. Ouais, alors attends, je vais aller là, validator node, exact, voilà. Ok. Donc tu vois, tu as 3569. Donc là, ils ont choisi de répartir de manière équivalente sur tous leurs nœuds. Et du coup, tu as des nœuds qui sont éligibles, donc qui sont actuellement dans le consensus. Tu as ceux qui sont en synchronisation, donc ils attendent qu'on leur donne quel shard ils vont aller valider le round d'après, donc demain. Et tu as précision, les shards, c'est les sortes de sous-réseaux, il y en a 3 actuellement, ouais. Et du coup, tu as ceux qui sont de l'auction list en attente et qui du coup compitent avec les autres stacking providers pour savoir qui va pouvoir rentrer. Et donc c'est du coup aujourd'hui beaucoup plus facile pour quelqu'un de rentrer dans le consensus parce que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un sorte. Tu as juste besoin d'avoir un bid qui est plus gros que lui en termes de GLD par nœud. Personne ne fait ça. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit un mécanisme comme celui-là et je le trouve vraiment vraiment bien designé. Je le trouve très intéressant parce que effectivement, t'as plus ce sibylle, on va dire. À un moment donné, tu peux pas être obèse de pouvoir, on va dire. À un moment donné, tu vas progressivement perdre ton pouvoir, mais tu vois les choses arriver aussi. Tu te fais pas déglinguer, pris de court, jusqu'à en faire un scandale sur les réseaux sociaux. Exactement. Et en plus de ça, ils ont inclus un hard cap sur le nombre de nœuds à partir duquel tu peux plus en ajouter. Et c'est 50. Donc tous les stacking providers et validateurs qui sont au-dessus de 50 nœuds, ils peuvent plus en ajouter, ils peuvent que en retirer. Ouais. Okay. Et donc du coup, avec tout le mécanisme, en fait, ça force petit à petit les gros providers à réduire le nombre de nœuds pour restacker sur les autres pour qu'ils aient assez de bid et d'auction. Et petit à petit, c'est de l'argent qui va se déverser sur les plus petits stacking providers.
Et c'est un truc qu'on pousse beaucoup avec la communauté, c'est arrêter d'aller stacker chez du Meria, chez du Hiver, du partner stacking. C'est pas vos 20, 30, 40, 50 EGLD qui vont changer quelque chose pour eux. Sachant qu'en plus, c'est souvent des validateurs qui ont le plus gros, qui prennent le plus de fees sur les EGLD délégués. Ouais. Meria, par exemple, c'est eux qui ont le plus, ils ont 16% de fees, je crois. Okay. Et du coup, les petits validateurs se mettent très bas en fees pour pouvoir attirer et avoir aussi potentiellement un plus haut APR. C'est beaucoup plus facile pour un petit provider d'avoir un plus haut APR. Mais ça, après, il faut rentrer sur le top-up GLD. C'est plus compliqué. Tu as un minimum de commission ou tu peux mettre une commission de 0 par exemple? Le minimum stacking pour rentrer dans le consensus, tu veux dire? Non, mais en gros, ils prennent une commission tu peux mettre sur 0. les gens qui délèguent. Tu peux mettre 0 si tu veux. Par exemple, il y a Columbia Stake qui est un stacking provider qui a ses propres serveurs et qui interagit avec MVX via Starlink. Et alors, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est quasiment une des seules blockchains à pouvoir faire ça, pouvoir être connecté via Starlink. Et du coup, eux, ils ont 0%. Et moi, je les pousse beaucoup parce que je trouve que c'est très intéressant, tu vois, d'avoir des nœuds qui sont perdus dans la jungle et qui fonctionnent avec Starlink. C'est génial, tu vois. Mais du coup, parce que tu vois, il y avait ça sur Cosmos, mais leur but, c'était d'abord d'attirer de la délégation et après changer la commission pour mettre une commission qui tabasse pour niquer les gens, tu vois. Ouais. T'as pas ce phénomène pervers sur Multiversix du coup tu peux forcément l'avoir parce que c'est les validateurs qui décident, si tu veux. Mais le but, ça va être aussi de simplifier, parce que tu sais, tu as toujours un unbonding sur ton stacking. C'est-à-dire que si tu veux sortir, il te faut, sur GLD par exemple, c'est 10 jours. Ouais, ok. Et on est en train de réfléchir justement à, si tu veux sortir, tu as toujours 10 jours. Par contre, si tu veux changer juste de provider, là, tu as 0 temps d'attente. Ouais, la redélégation. Mais c'est comme ça sur Cosmos aujourd'hui. La redélégation, elle met pas de temps. Ouais, et ben on est en train de réfléchir pour implémenter ça, pour que ça soit plus facile de changer de provider. Parce que pour la plupart des gens, ils se disent il faut que j'attende 10 jours, puis ça se trouve, je vais oublier. Et en plus, je vais perdre mes rewards pendant ce temps-là. T'as pas de système de redélégation? Tu es obligé d'unband et de rebound sur quelqu'un? Ou alors c'est juste que la redélégation, elle met 10 jours? Ouais. Ouais, tu es obligé du coup d'unband et de rebound. Ok, ouais, ça te fait 10 jours de sortie. Comme si tu voulais surtout 2 actions. Ouais, et ça te fait 2 actions. Donc là, c'est un truc qu'on est en train de. C'est un gros sujet sur l'Agora en ce moment pour essayer de changer ça. Mais ouais, le Stacking V4, franchement, c'est vraiment très bien designé pour moi et c'est cool de voir ça. Et là, ça fait une semaine et si on est passé à. Tu sais, là, c'est le coefficient de Nakamoto en gros, à partir duquel tu as plus de 33% de staking. Et on était à 4 et on est déjà passé à 6, tu vois, en une semaine, grosso modo. Ok, je vois. Donc ça marche bien. Et quand tu disais pour Starlink, c'est plutôt vis-à-vis du fait que Starlink, c'est pas assez stable et que tu as plein de blockchains où tu peux pas utiliser Starlink pour le staking ou tu as balancé ça au hasard? Ouais, alors j'ai plus exactement l'argument. Columbia Stacking avait fait un post pour expliquer pourquoi c'était pas possible sur la majorité des blockchains. Il y en a déjà, c'est pas possible rien qu'en termes de ta capacité de connexion en termes de throughput. Par exemple, Solana, tu vois, c'est du 1 gigabit par seconde qu'il te faut, je crois. Donc ça, c'est pas possible via Starlink. Et il y a aussi quelque chose de technique par rapport au protocole utilisé qui fait que tu peux sur MVX et pas sur la plupart des blockchains. Donc résumons, on est sur 3300 validateurs avec une grosse concentration sur les 6 premiers. Ouais. Le but étant de progressivement leur donner moins de pouvoir pour avoir un coefficient Nakamoto supérieur. Tu peux leur montrer le site, c'est Naka. Putain, tu sais, tu as un site où tu peux voir mais je sais pas ce que c'est. Nakamoto coefficient, peut-être tout simplement. Ouais, attends, c'est Nakaflow, je crois. nakafloy.io. Tu peux leur montrer. Alors, on va regarder ça ensemble et puis il faut toujours prendre ce type d'informations avec des pincettes. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il faudrait être capable d'avoir plus de jetons que donc là, zoom un petit coup, que par exemple, 21 meilleurs. Il faudrait corrompre les 21 plus gros validateurs sur Aptos, 23 plus gros sur Avalanche, 92 plus gros sur Polkadot. Et tu peux voir qu'Ethereum y a marqué 1, sauf que c'est faux. 2, je crois. Ah non, 2. Ouais. 1, parce qu'ils considèrent que Lido, c'est un validateur, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est un groupe de validateurs. Ouais. Et déjà, le Nakamoto coefficient, ça n'a pas le même sens pour les blockchains POS que les blockchains Proof of Work. Oui. Parce que le Nakamoto coefficient, c'est la limite pour l'attaque 51. Si tu veux. Donc là, tu viens vraiment corrompre la blockchain. Alors que pour les blockchains POS, c'est 33% qui est affiché. Mais 33%, tu peux juste arrêter la chaîne, si tu veux, arrêter la production de blocs, mais tu peux pas trouver un consensus pour changer n'importe quelle valeur dans la blockchain, si tu veux. Ça dépend des consensus de chaque chaîne. Et ça dépend beaucoup des consensus. Donc en vrai, c'est quelque chose qui
Ce qui s'applique très mal au blockchain proof of stake en général, si tu veux. Même Ouais, si ça peut te donner une bonne idée, si tu veux, rien qu'en termes de concentration du staking. Mais après, pour la corruption, c'est autre chose. On va dire. ce qui me semble qu'Avalanche, il faudrait plus de 80% de nœuds malveillants pour pouvoir corrompre le réseau. C'était un peu l'argument de vente d'Avalanche d'ailleurs, c'était d'avoir un consensus plus sexy que la moyenne. Ouais, peut-être qu'il fonctionne en 4+1, en 4F+1, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Si, 4F+1. Du coup, tu as 20% de nœuds qui peuvent être... ouais. Et du coup, je me suis pas permis de te demander, présente-toi rapidement aussi depuis Ah oui, combien c'est de vrai temps c'est vrai que le premier point du on a enchaîné, mais Notion, c'est pas grave. on l'a oublié. Ouais, bah du coup, moi, je suis arrivé dans la crypto, c'était en fin 2020 à peu près. Ouais, on va dire novembre-décembre 2020. Des potes qui m'ont onboardé parce qu'ils avaient fait un gros multiple sur Ethereum à l'époque. Mhm. Et donc, bon, moi, j'ai passé un peu tout mon premier bull run. Alors, j'étais pas full-time crypto, je bossais à côté, tu veux, donc je m'intéressais un peu à côté. Et je suis vraiment rentré un peu plus en profondeur. C'était on va dire mi-2021. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans le ronde. Avant, j'étais un peu partout, tu vois, j'utilisais un peu toutes les blockchains. J'étais pas présent sur Twitter, tu vois. J'avais un compte Twitter, mais qui était perso. Et c'est vraiment à partir de 2021 que j'ai commencé à m'impliquer dans l'écosystème MVX et notamment via les Launchpad à l'époque, j'avais fait des analyses on-chain pour vérifier s'il y avait des cibils potentiellement qui essayaient de tricker un peu le game des Launchpad. Et d'où vient cette sensibilité du coup à la sécurité, à l'informatique C'est de métier à la base, moi j'ai fait des études en physique et après en micromécanique, donc pas du tout informatique à la base. Mais ouais, je sais pas. Enfin après, la physique, c'est aussi ça rejoint toujours un peu aussi l'informatique du point de vue de l'information, tout ça. Et il y a plein de parallèles qui se font avec la blockchain, qui sont super intéressants. Donc je pense que c'est plutôt une ouverture générale que j'ai par rapport à la physique qui m'a fait intéresser à la blockchain et aussi toute la partie un peu core value, philosophie, tout ça. Tu vois. Puis t'aimes te creuser la tête, j'imagine, t'es un Ouais, tryharder. aussi. On est tous des diggers. Ouais, je pense que ça vient de ça. Très bien. Et tu parlais tout à l'heure de FA on-chain, donc sécurité en 2 étapes. Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Ouais, alors aujourd'hui, en fait, donc il y a 2 protocoles 2FA sur MVX. Tu peux me leur montrer en même temps que tu expliques à chaque fois, comme ça on met des trucs à l'écran. Je sais pas si j'ai quelque chose là. Attends. Sinon, tu fais 2FA multiversix sur Internet. Ouais, alors attends, s'il y a un lien sur, je crois, sur. Tu l'as, ouais. Ouais, là, ici. Magnifique. Hop. Je sais pas s'il y a un petit schéma pour montrer comment ça marche. Non, pas là, mais. Bon, c'est pas grave. Je vais vous laisser là-dessus. Donc en gros, donc il y a 2 protocoles aujourd'hui. Il y a un protocole qui marche par exemple avec tout ce qui est Google Authenticator et toutes les versions similaires. Où en fait, tu as un relayeur qui est géré. Donc aujourd'hui, tu en as un qui est géré par MVX Labs. Et ils sont en train d'ouvrir pour que tu aies potentiellement n'importe qui marche en relayeur. Et en fait, c'est on-chain parce que tu as une double signature au niveau du protocole. Donc c'est même pas comme un smart contract Gnosis par exemple pour du multisig. Là, c'est vraiment les validateurs vérifient qu'il y a 2 signatures différentes pour chaque transaction que tu veux faire. Et c'est pour ça que c'est un 2FA on-chain. Donc soit tu utilises un code Google Authenticator, soit tu as un software co-signing avec Xportal. Donc en fait, au sein de l'app, l'app en fait gère une deuxième seed phrase. Xportal qui a un wallet mobile. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a un wallet mobile. Et du coup, il gère une deuxième seed phrase. Et en fait, lui, il vient signer que si soit tu rentres ton PID code, soit tu fais ton Face ID, tout ça. Et même, ils ont envie aussi de l'inclure directement avec du coup de l'hardware co-signing, avec tu sais tout ce qui est signature avec les security chips et les keychains, tout ça de Apple et d'Android. Ça, on peut le retrouver notamment sur les wallets Bravos et Argent de Starknet. Et eux, ils exploitent Lockant Abstraction. Ouais, mais je sais pas si tu utilises déjà les keychains des security chips. Si. Okay. Bravos le fait. Bravos le fait et Argent est en capacité de le faire, mais je cite leur argument. Ouais. Ça nécessite plus de computation, donc plus de frais de transaction, et c'était pas la priorité absolue. Ouais. Mais Bravos le fait. Parce que par exemple, moi j'utilise Argent X et du coup j'ai un Guardian du coup, qui est avec les informations en fait du hardware de mon PC.
et du coup, tous les 30 jours, si je veux faire une transaction, il me redemande le code, il me renvoie un mail, et je dois vérifier que... Donc si quelqu'un utilise Macid sur un autre hardware, normalement, il peut pas y accéder. Donc ça aussi, j'aime bien. C'est un peu la même vision du coup que d'avoir ça avec les keychains, mais sur un PC, donc c'est cool aussi, je trouve. Donc là, en gros, tu auras un réseau de validateurs dédié à ce 2FA. Alors du coup, que pour le Google Authenticator. Pour le reste, pour ce qu'on appelle du coup l'Invisible Guardian qui est dans l'app, là du coup pas besoin parce qu'en fait tu es ton propre co-signataire. Ouais. Ok. Et il y avait aussi une volonté d'améliorer l'expérience utilisateur avec des standards de jetons natifs. Ça, j'ai pas très bien compris, je t'avoue. Ouais, alors attends, est-ce qu'il y a... Sinon, tu vas dans la doc, voilà, The GLD token. Je pense que le GLD token doit parler aussi des autres. Là, sur l'économic model. Sinon, go direct dans la doc token. Ça, c'était pas très clair pour moi. Hein. Voilà, c'est celui-là, c'est ça. Donc, hop. Ouais, voilà, alors, on voit à gauche, tu as native token. À gauche, tu as native token, simple token, NFT. Mais quelle différence avec ce qu'on connaît déjà sur Ether, par exemple? C'est ça ma question. Les ERC20 aujourd'hui, ça marche. Quel parallèle je pourrais prendre? Le parallèle d'une banque avec un coffre-fort de banque. Donc, dans ce coffre-fort de banque, tu as plein de petits coffres, il y a toutes petites fenêtres comme ça où quelqu'un peut déposer sa montre, machin. Donc, en fait, ça marche à peu près comme ça aujourd'hui, les ERC20. C'est un smart contract qui détient toutes les informations de qui détient quoi. Ouais. Et pour interagir avec une DApp, avec un smart contract, en fait, tu viens donner l'autorisation à ce smart contract-là de toucher les tokens que tu as dans le smart contract du token en question. Donc, en fait, c'est comme avoir une petite deposit box où en fait tu viens donner la clé à quelqu'un d'autre et tu lui dis tiens, utilise ce que j'ai besoin pour moi. Donc si jamais tu lui donnes un approve sur l'intégralité de tes tokens avec un approval parce que tu as signé une transaction sur un site de phishing, tu pensais utiliser Uniswap et en fait c'est un site de phishing et il te met un approval et ta blind sign t'as pas regardé, le mec peut te piquer tous tes tokens, l'intégralité de tes tokens, hormis peut-être le TH, je crois. Ce qui est différent sur MVX, c'est que les tokens fonctionnent de la même manière que le GLD. C'est-à-dire que si tu veux interagir avec un smart contract, tu envoies une fonction, c'est en fait ce qu'on appelle transfert execute, c'est tu transfères un montant pour une certaine fonction. Donc tu lui dis exécute un swap avec 10 EGLD pour avoir, je sais pas, du BTC. Le smart contract ne peut faire que ça, que ce que tu as envoyé à la base comme token. Lui a aucun droit sur tous les autres tokens que tu détiens qui sont en fait storés. Ouais, tu fais une intention de transaction. Voilà. Donc, tu fais une intention de transaction là où tu donnes des permissions, si tu veux, sur Ethereum et sur les ERC20. Et c'est ça qui permet de recevoir un NFT de Drain. Tu veux le burn et en fait, à l'intérieur de la fonction de burn, il y a un approval et tu te fais drainer. Tu vois. Enfin, genre, c'est un nightmare pour l'utilisateur. Ça met juste en évidence que le VM, c'est de la merde par définition. C'est le fait de ne pas avoir voulu faire un token natif pour, si tu veux, par esprit de décentralisation, si tu veux, de ne pas forcer un modèle de token. Mais le problème, c'est qu'après, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux avec. Quoi. Donc c'est pour moi trop dangereux. Et avoir un token natif, c'est mieux sur tous les points. Ça permet aussi de limiter tout ce qui va être re-entrancy attack, qui est beaucoup utilisé sur la DeFi. Enfin, genre, la plupart des hacks de DeFi aujourd'hui, c'est des attaques de re-entrancy. Alors, je pourrais pas vous expliquer ce que c'est parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas les idées en tête, mais. Ouais, en gros, ce que tu expliques, c'est qu'on pourrait faire un ERC20++ qui patcherait pas mal de failles, mais qu'aujourd'hui, par fainéantise, par standardisation, tout le monde est sur de l'ERC20. C'est plutôt par capture, en fait. C'est parce que en fait, l'écosystème a déjà capturé le ERC20. Si tu veux inclure un nouveau standard, il faut tout reconstruire. Il faut que tous les centralisés d'exchange reconstruisent comment ils fonctionnent pour les envois, tu vois, sur des blockchains. En fait, il faut tout reconstruire, c'est trop tard. Et c'est pareil pour le VM en soi, si tu veux. C'est que par facilité de développement, d'onboarding et de networking, les devs sont plus tendance à aller sur de l'EVM. Aussi parce qu'ils peuvent juste copy-paste un projet d'un autre. Il y a une nouvelle layer 2 qui se lance. Il faut un deck sur cette blockchain. Je viens prendre un vieux projet sur Ethereum et je le fork, tu vois. Et en fait, petit à petit, l'EVM a un peu capturé, si tu veux, la croissance de l'écosystème. Et aujourd'hui, genre, c'est limite... en termes d'appréciation du prix, c'est limite un red flag si t'es pas EVM, tu vois. Parce que tu sais que ça va être beaucoup plus dur sur tous les points. Je suis d'accord. Et ça, c'est un gros problème. Et je te propose d'enchaîner maintenant sur les différentes sovereign chains de départ. Donc P-Square,
ou Infinity Chain, et la troisième qui est... je me rappelle plus du nom. Ouais, alors attends, tac. Je vais revenir sur les Sovereign Chain, parce que je crois qu'ils en parlent. Ouais, ils en parlent. Donc déjà, tu as les 3 partenaires avec la vidéo juste au-dessus. Ouais. Regarde, t'as ça. Ouais, ok. Bon, on va pas mettre les vidéos, mais en gros, alors, moi, le plus intéressant, en fait, pour moi, c'est PySquare. Ok. Parce que, alors, c'est là que du coup, je vais sortir ça, le petit diapo. Alors, en fait, PySquare, c'est développé par Runtime Verification, qui à la base est une boîte d'audit. En fait, eux, ça fait 20 ans qu'ils développent ce qu'on appelle le K-Framework, qui est en fait une formalisation mathématique d'un programming language ou d'une VM. Donc en fait, ce qu'il peut faire, c'est par exemple, tu as un nouveau langage de programmation. Par exemple, prenons l'exemple de Kero. Ouais, le langage de ouais. Et en fait, ils veulent avoir du coup tous les outils par rapport à ce programming language. Donc tu vas avoir tout ce qui va être compiler, transpiler, toutes ces choses-là, qui sont comment dire, essentielles si tu veux pour construire ton langage et toute l'exécution de ton langage. Donc en fait, eux, ce qu'ils viennent faire, c'est ils font une formalisation en fait mathématique de ton langage. Et en fait, le K-Framework, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait sur tous les autres programming languages, ils sont capables de te construire tous les outils automatiquement en fait. Okay. Et en fait, ce qu'ils utilisent, c'est que donc ils réutilisent ce framework pour construire du coup, comme je l'ai dit, des formalisations mathématiques, par exemple de Kero. Et avec ça, du coup, ils peuvent faire une preuve mathématique, par exemple, d'un swap. Ils prennent le smart contract du swap, ils en font une formalisation mathématique avec les entrées et la sortie. Du coup, maintenant, ils ont une preuve mathématique. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent mettre cette preuve mathématique dans un ZK Prover. Ça va venir condenser la preuve parce que les preuves mathématiques, c'est énorme. C'est genre, en termes de taille, c'est peut-être du gigabit ou du terabit si tu veux, pour une preuve mathématique. Okay. Donc, tu es obligé de la réduire. Tu peux pas la traiter comme ça sur la blockchain. Et en fait, ils utilisent le ZK pour venir la compresser et ensuite la vérifier sur la blockchain. Donc, en fait, tu peux construire avec ça un ZK Rollup, mais qui est universel et qui prend en entrée et en sortie n'importe quel VM, n'importe quel langage. Donc, tu vois, c'est un gros problème aujourd'hui parce que, par exemple, du coup, on a les ZK EVM qui sont construits pour pouvoir profiter de tout cet environnement autour de l'EVM et de networking. Et du coup, tu as les autres, comme Kero, du coup, qui ont décidé de vraiment construire un langage qui est fait pour ça de base, tu vois. Et aujourd'hui, ZK Prover, il peut construire des preuves que sur le langage pour lequel il a été designé à la base, tu vois. Et par exemple, grâce à ça, tu pourrais avoir autant une partie de ta chaîne qui marche en EVM avec une partie de ta chaîne qui marche en Kero. Et le ZK Rollup, il peut... en gros, c'est un ZK Prover universel. Ouais, c'est ça. C'est les seuls à le faire. Enfin, ils font partie des seuls à le faire. Ouais, parce que à la base, pour faire ça, tu as besoin du K-Framework. Et c'est un truc, tu vois, ça a demandé 20 ans pour le construire par Runtime Verification, tu vois. Qui à la base sont des mecs de la NASA qui faisaient des audits de code pour alors je me rappelle plus le nom des rovers, mais style Ingenuity, Discovery, tout ça. Donc, je vois en bas à gauche, gros crack. En bas à gauche, on a donc Starkware, Scroll, RIS0 et Lurk que je connais pas. Donc Starkware pour Kero, Scroll parce que c'est un peu le chouchou du ZK EVM, RIS0 parce qu'ils font du ZK avec toutes sortes de VM mais sur le standard open source RIS5 et Lurk par contre, ouais, ça doit être. Je crois que eux ils font du LLVM, mais je suis pas sûr. Ah bah non, LLVM c'est nil. Non, je sais pas pour le coup ce que font Lurk. Mais du coup, là en fait, c'est tous les ZK circuits qui te permettent de prouver une attestation. Et du coup, en fait, eux ils viennent run du coup leur K-Framework par-dessus pour construire la formalisation mathématique, puis par-dessus encore le ZK. Donc en fait, tu as une preuve mathématique, enfin une zero knowledge proof de mathematical proof. Donc proof of proof dans PySquare en fait. Parce que c'est le. C'est le signe mathématique utilisé pour une preuve en fait en maths. Donc du coup, Py fois Py, PySquare. D'accord. Ouais, et je vois Neil qui, eux, ils parlent de ZK sharding, ça j'ai rien compris, Neil Foundation. J'ai pas assez d'ig pour le coup, j'ai pas assez d'ig. Mais ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui va arriver. Et c'est aussi le but, je pense, du ZK Prover universel, si tu veux, c'est que. Alors, à la base, ça va être construit comme un sovereign shard. Okay. Donc, ça sera potentiellement utilisé, ça peut être utilisé comme un layer 0. Et Soul pense l'utiliser comme ça. Et ça, on y reviendra après. Ou ça peut être utilisé aussi pour faire communiquer tous les shards entre eux sur MVX. Et du coup, le but à terme, ça serait d'avoir en fait les validateurs qui vérifient ces preuves sur la métachaîne, afin que tu puisses avoir du coup des communications entre tous les shards
et cette fois-ci, même si tu n'as pas de shared security. Parce que tu auras la preuve mathématique que c'est correct. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'avoir une assumption de sécurité économique, si tu veux. Et ils ont choisi de le faire sur Multiversix, c'est pas Avalanche, nous Cosmos, ni n'importe quel standard de rollup. Ouais, ils bossent depuis très longtemps avec eux. En fait, Rosso Grigore, qui est du coup le fondateur de PySquare, il est advisor à toute base de MVX. Et du coup, c'est avec eux qu'ils ont bossé pour vérifier formellement que la VM a zéro souci. Pareil pour le format de token. Et bah, ça fait tellement longtemps qu'ils bossent avec eux, je pense que ça a été juste naturel, tu vois. Et par rapport à tout ce qui arrive aussi en termes d'évolution, tu vois, que ça soit les sovereign chains, tout ça, en fait, ça marche avec leur narratif parce que eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un settlement layer de preuve qui est universel, si tu veux. Et en fait, du coup, de l'inclure directement dans le protocole de MVX, c'est ce qui fait le plus sens si tu as potentiellement une myriade de sovereign chains qui viennent se build par-dessus et puis qui peuvent communiquer avec ça. Tu vois. Ouais, bah tu vois. Après, c'est pas à vérifier si tu veux. C'est vraiment qu'une vision que j'ai, mais je pense que c'est la suite, si tu veux, qui est logique et de ce que j'ai pu discuter un peu avec les devs, c'est ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Mes capacités techniques sont pas trop mauvaises, mais sont limitées. Et tu vois, en ce moment, je vois qu'il y a une narrative qui s'appelle un peu la verifiable compute. C'est exactement ça vient rentrer là-dedans, quoi. Exactement. Ouais. Je mets ça dans le chat. J'ai pas encore lu à ce sujet, mais si vous voulez, on rentre vraiment dans soit de l'électronique, soit de l'informatique, quoi. Ouais. En fait, ce qui ferait donc le settlement layer de PySquare, en fait, c'est qu'ils auraient un smart contract qui est la formalisation en fait de chaque VM qu'ils peuvent prouver. Et en fait, du coup, tu as les validateurs qui viennent taper sur ce SC à chaque preuve pour vérifier la preuve et ensuite la publier sur la metachain. Regarde, j'ai trouvé ça. Tu vois mon écran. Je remettrai ton écran juste après. Hein. C'était juste. Là, donc, c'est un article qui s'appelle Verifiable Compute Scaling Trust with Cryptography. Tu vois, c'est récent. Hein. On est mai 2024. Je ne l'ai pas lu encore. Il faut que je m'en occupe. Et tu as un petit peu l'écosystème et puis Square, il est là. Exactement. Si tu veux comparer un peu avec les autres. Tu as Aligned Layer aussi que je comprends pas du tout. Je sais que c'est Federico qui gère une boîte en Argentine qui bosse beaucoup avec Starkware qui s'en occupe. Mais là, il faudra que je regarde ce que proposent les autres, voir si c'est au même niveau que PySquare. Mais je pense pas que c'est la même solution parce que. Alors, je sais pas si le Key Framework, c'est open. Il me semble que c'est open source. Mais si c'est propriétaire, du coup, c'est les seuls qui peuvent utiliser cette solution technique-là. Faudrait que je regarde. Putain, c'est un truc de malade. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut ne pas forcément servir qu'au sein même de la blockchain, si tu veux. C'est qu'à terme, si un exemple que j'aime bien, si tu veux, c'est avec du coup les deepfakes, quelque chose qu'a fait, je crois, c'est Leica, c'est ça hein ouais, Leica, la marque d'appareil photo. Ouais, peut-être. Ils ont construit en fait une espèce de signature qui prouve qu'une photo a bien été prise sur leur appareil. Et en fait, tu pourrais carrément emmener ce genre de preuves qui sont faites off-chain, cette preuve d'exécution qui est faite off-chain pour venir la valider sur la blockchain grâce à PySquare en fait. Et potentiellement, tu pourrais valider n'importe quoi, que ce soit des données météo, que ce soit, je sais pas, des process qualité au sein d'une entreprise. Donc en fait, tu peux aussi importer n'importe quelle donnée off-chain et venir la settle sur une blockchain et avoir la preuve que ça a été justement exécuté, si tu veux. Que l'algorithme qui fait ça a correctement exécuté. On peut parler peut-être des deux autres sovereign chain. Attends, non, c'est ici. Hop. Et du coup, après, tu as Onefinity Chain, du coup, qui est du coup un EVM compatible sovereign chain. Donc là, du coup, ça serait pour avoir donc du coup l'Aspes VM, qui est la VM de MVX, et le VM au sein du même shard. Justement, alors je sais pas, c'est pas encore clair de leur part s'ils vont vraiment s'implémenter en layer 2 ou s'ils vont juste s'implémenter en interoperability layer, si tu veux. Donc ça, c'est encore à voir. Okay. Mais du coup, en tout cas, tu pourras potentiellement avoir des projets EVM type, je sais pas, AAV Uniswap, en fait, qui viennent juste fork leur projet sur ce type de chaîne. Et du coup, on pourra venir taper directement depuis la main chain sur ce shard-là, si tu veux. Donc ça vient un peu résoudre tous ces problèmes de fragmentation de la liquidité, si tu veux. Très clair. Et après, on a Cybernetwork qui s'adresse plutôt à du gaming. Ouais, eux, en fait, c'est un projet un peu de longue date sur MVX, ça fait un petit moment qu'ils sont là. En fait, ils font un métaverse un peu style Cyberpunk 2117, je crois. Et du coup, je pense qu'ils ont
ça a été logique, si tu veux, pour eux d'aller vers une app chain, pour toutes les raisons tu vois, qu'a le gaming. Et là, pour le coup, là, c'est vraiment juste la vision app chain et il y aura, je pense pas qu'il y aura toutes ces histoires d'interopérabilité layer ou de multi-VM, tu vois. Là, c'est vraiment pour avoir un framework adapté à leurs besoins en termes de gaming, si tu veux. Et donc, l'idée, ce serait quoi? Ce serait d'avoir un Shard peut-être avec un block time plus court? Ouais, peut-être. Et aussi, peut-être quelque chose qu'on a, si tu veux, c'est que tu peux, par exemple, en tant qu'utilisateur, payer en euros, payer en n'importe quelle monnaie que tu veux un service qui va payer en fait les frais pour toi. Donc par exemple, tu peux imaginer que demain, tu télécharges le jeu. Alors soit les transactions sont gratos parce qu'ils ont décidé comme ça et qui run un set de validateurs qui est restreint, donc ça leur coûte pas grand-chose si tu veux. Soit ils se disent, ok, vous avez, comme sur tous les MMO, vous avez un abonnement de 5 balles à payer tous les mois. Et en fait, cet abonnement de 5 balles, il permet de gérer les fees et on paye les fees pour vous si tu veux. Ouais, c'est ça, sponsoring de transactions. Ouais. Ok. Et on va terminer sur les derniers onglets que tu avais d'ouvert. Je vois qu'il y a du Soul, je vois qu'il y a Voyager One. Soul, ouais, alors ça, c'est du coup le Sovereign Chain qu'ils ont lancé en testnet. Donc si vous l'avez testé, tu peux peut-être dropper ça dans les commentaires. Ouais, de suite. Et en fait, là, ils ont construit juste un bot de spamming et on peut directement spammer dessus. Ok. Et du coup, le max TPS qu'ils ont fait, c'est à 77 000. Sachant que du coup, là, ça tourne avec les requirements minimales pour avoir un Sovereign Chain. Donc c'est 20 nodes au minimum. Et je crois que c'est des machines qui sont à peine plus puissantes que ce qu'on a sur MVX aujourd'hui et qui rejoignent à peu près ce qu'on a sur Ethereum. Donc ça doit être du 8 core, je crois, en termes de CPU. Ouais, 32 Go de RAM. C'est 16 Go de RAM, je crois. Okay. Et peut-être, je sais plus si c'est pas peut-être 500 gigabits de SSD, quelque chose comme ça. Donc c'est des nodes qui sont un peu plus puissants que ce qu'on a sur MVX. Parce qu'un shard sur MVX aujourd'hui, c'est 15K transactions. Et avec tout ce qu'ils vont apporter, qui est aujourd'hui sur les Sovereign Chains, c'est-à-dire les improvements sur le consensus qui permet de le baisser à 1 seconde de block time, et potentiellement aussi la paralysation des transactions qu'ils veulent aussi amener. On pourra arriver à 30K TPS par shard. Et du coup, là, vu que tu as un set de validateurs qui est un peu plus petit et des nodes un peu plus puissants, là, 70K TPS. Et je pense qu'on peut monter plus haut aussi. C'est surtout qu'on avait les bots qui se marchaient dessus quand on a testé tous ensemble à l'annoncement. Ouais, donc là, c'est juste une machine à test, comme un des subnets qui fait du 5000 transactions secondes sur Avalanche, mais c'est des trucs qui sont pas live. Ouais, c'est vraiment juste pour faire un premier test si tu veux. Alors ça tourne quand même sur c'est pas que MVX qui fait tourner les nœuds, il y a quelques providers qui ont leur propre nœud pour que ça soit un minimum, tu vois, que tu as un minimum aussi des communications qui traversent un peu de la route, sinon c'est sûr que ça te biaise beaucoup les choses. Et là, c'est juste du spam, donc il n'y a pas d'exécution smart contract complexe. Ouais, non. Là, des transactions que tu peux spammer là, c'est vraiment juste du tout simple, quoi. C'est sûr. Ouais, de toute façon, 70 TPS, c'est quelque chose que tu pourras. En tout cas, on n'est pas près de l'atteindre en termes, par exemple, si tu fais un swap. D'ailleurs, MVX, selon les tests, alors là, c'est les tests de la core team, donc à prendre avec des pincettes, forcément. Mais avec toutes les improvements qu'ils ont apportés à leur VM, ils prétendent avoir du coup la VM qui peut gérer le plus de transactions par seconde, par exemple sur un swap. Je crois, ils ont essayé ça sur un Mac M1. Et du coup, ils ont testé, ils peuvent faire 4000 swaps par seconde, quelque chose comme ça. Et ils avaient testé, je crois, avec d'autres VM, d'autres VM style Solana VM qui tournaient autour des 1000, 2000, tu vois. Donc, potentiellement, en termes d'exécution, la VM est vraiment, vraiment bien optimisée, tu vois. Ouais, avec le clear actuel de Sol, parce qu'il y a Firedancer qui arrive, qui risque d'être extrêmement violent. Ouais, c'est un truc qu'il faut que je dise, Firedancer, j'ai pas assez dit. Ça sortira c'est quoi, courant l'année prochaine, dernier trimestre 2024, aux dernières nouvelles. J'avais rencontré le numéro 3 de Solana lors d'une conférence. Austin, il s'appelle, et il nous avait dit, ouais, c'est plutôt 4e trimestre. Donc, à voir. Et t'as Phantom aussi. Ça vient apporter quoi exactement en plus, en fait, Firedancer? C'est un client qu'ils ont totalement retapé en C. C'est l'entreprise Jump qui s'en occupe d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment de pousser à l'extrême, j'imagine, les capacités du langage, etc. Donc, on n'est pas sur du Rust, on est sur du C. Ils ont dû faire des optimisations à gauche, à droite. Okay. Et donc, après, on verra. Ils voient ça comment dire, en termes d'improvement. Tu serais sur un fois combien? Tu as des idées ou pas du tout? Là, Solana, on est sur de la vraie transaction par seconde, estimée à autour de 1000, 1002, je dirais. Ouais, c'est ça aujourd'hui, ouais.
Et bah là, ils disent que même en enlevant le consensus, ils font théoriquement du 1 million. Alors après, 1 million, c'est juste de la transaction, il n'y a pas de complexité. Donc ça se trouve, on va faire du x10, voire plus. Hein. Ouais. Mais j'attends vraiment de voir parce que, en fait, si ça sort tel que c'est vendu, ils fusillent tout l'écosystème. Ouais, je pense. Personne font ce qu'ils font. Ouais. Et aujourd'hui, dans les faits, tu vois, quel que soit l'écosystème, tu vois rarement des pics à plus de quelques milliers de transactions par seconde, hein, que ce soit Optimism, Ah ouais, mais partout. Hein. Bah, même milliers, je sais pas si des roll-up, je crois pas en avoir vu beaucoup qui faisaient du 1000 en max. Tu peux aller sur Chainspect, le site, si tu veux, on va regarder ça. Message de Gourou qui nous dit que Fire Dancer, ça tournerait sur des machines dédiées à faire tourner ce client en plus. Ok. Voilà, et tu lunges dashboard tout en haut à droite et tu l'as. Parce que j'ai du mal à croire que tu puisses faire x10 juste avec de l'optimisation de ton client, si tu veux, sur les mêmes machines et sur les mêmes. Ouais. Ouais. Tu vois, si tu fais un x2, x3 avec l'optimisation, c'est déjà énorme. Alors x10, ça me paraît beaucoup, mais bon, on verra. Max recorded TPS, Hedera, ok. Tu connais bien Hedera ou pas? Pas plus que ça. C'est un graphe assez orienté. Ouais, c'est énormément utilisé d'un point de vue entreprise. Mais du coup, donc potentiellement, c'est peut-être aussi des transactions qui sont beaucoup plus simples que ce que tu as sur Solana. Parce que tu vas voir surtout du settlement, peut-être pas de preuves, mais de. Si, ouais, enfin de. C'est pas le même consensus. C'est pas la même utilité, c'est pas le même consensus. Puis le consensus est petit aussi. C'est permissionné dans Proof of Authority, je crois. Donc ouais. Alors attends, du coup, on avait quoi? Ping, bing, bing, 500. En haut, tu peux filtrer si tu veux les layers 2. En haut à gauche, tu as filtre et je peux pas select type. Ah, select type. Okay. Sinon, oui, tu as ça, effectivement. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc Aptos 7000. Ah bah non, mais il me l'a même pas mis dans l'ordre. Après, tu vois, c'est un peu le zbeul parce que Aptos, par exemple, ils ont eu une application de tap to earn là cette semaine où il y a eu un vrai spam. Et oui, tu as un pic à 7005, mais sur une charge tenue dans le temps, ils aient du 1100 à peu près, donc comme Solana en fait. Hein. Ouais, c'est sûr que dès qu'en fait tu as du spamming exprès pour tester la chaîne, c'est pas vraiment comparable. Il faut toujours comparer, si tu veux, un TPS par rapport à la gaz consommation aussi, tu vois. Et la complexité de transaction, quoi. Algorand aussi, je serais curieux de voir avec du spam parce qu'ils se gargarisent beaucoup d'avoir une excellente tech, ces gens-là, mais on les voit jamais à l'œuvre. Bah ouais, c'est un peu le même cas qu'Hedera, si tu veux, c'est qu'on connaît personne qui l'utilise en tant qu'utilisateur. Et pourtant, ils font du transaction par seconde, je veux dire, en constant, qui est plus que la plupart des blockchains, tu vois. Donc ouais. On termine sur un mot sur Soul, je pense. Ouais, on peut, ouais. Alors attends, du coup, j'ai le site qui doit être par là. Là, tout à fait. Un site qui est vraiment sympa. Il y a tout un aspect un peu narratif à l'onboarding qui est vraiment cool. Et alors du coup, Soul, c'est un protocole de cross-chain lending et borrowing. Comme AAV, Morpho, Compound, etc., mais en cross-chain. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils utilisent Layer 0. Alors là, mon ordi est en train de crever, je sais pas pourquoi. C'est pas fluide du tout, mais bon, c'est normal. Ok. Donc contrairement... non, pas contrairement. Juste, ils utilisent du coup Layer 0 en fait pour transmettre, si tu veux, tes preuves de collatéral d'une blockchain à une autre. Et par exemple, bah, tu peux venir déposer 100 ETH en collatéral sur Arbitrum et faire un borrow du coup sur Optimism de, on va dire 80% de cette valeur là-bas. Et donc du coup, tu as vraiment une grosse flexibilité parce que tu n'as pas besoin d'avoir des bridges. Aujourd'hui, toutes les applications qui se défendent comme être cross-chain, en fait, c'est juste parce que tu as une utilisation qui est simplifiée si tu veux pour passer d'une chaîne à une autre. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux poser ton collatéral sur Arbitrum, borrow sur Arbitrum et avoir un bridge automatique qui se fait direct à la sortie, comme ça tu récupères ça sur une autre adresse si tu veux. Mais tu peux pas venir taper sur un autre protocole sur une autre chaîne. Et c'est ça la grosse différence avec Soul. Mais slash vision dans l'URL parce que je sens qu'il va nous casser la tête pendant 2 heures. Tac. C'est un peu ça qui me saoule avec leur site. Il est beau, ok, on a compris, mais quand tu veux accéder à une information rapidement, c'est un cauchemar. Donc ouais, on a en fait un protocole qui n'est pas encore live d'ailleurs, connecté avec Layer 0, avec Wormhole apparemment, avec Chainlink, CCIP. Ouais, en fait, tu as des redondances aussi avec MultiRC. Tu as des redondances au cas où si Layer 0 elle n'est pas live, en fait, qu'il puisse retomber sur ses pieds sur un autre et être toujours live si tu veux. Donc si tu as 2, 3, 4 protocoles de redondance, c'est énorme. Ça sera déjà énorme. Pour que tout tombe en même temps, tu vois la probabilité.
Et donc, on est sur un protocole qui agirait un petit peu comme un connecteur et une surcouche des protocoles existants et qui va comparer les taux sur les différents protocoles auxquels il est connecté. Donc, AAV, Compound et Morpho pour démarrer. Ouais. Donc, qui sont des protocoles sur le VM parce qu'ils se concentrent d'abord sur le VM et ils feront après au-delà de le VM. Mais aujourd'hui, la DeFi, elle tourne sur le VM. De toute façon. C'est là où tu as le plus de protocoles, tu as le plus de liquidité aussi. Donc, ça fait complètement sens de d'abord prioriser le VM si tu veux, c'est sûr. Et du coup, un peu au niveau du fonctionnement, en fait, il faut voir ça un peu comme un agrégateur, si tu veux, un agrégateur de liquidité cross-chain. Parce que, du coup, c'est Sol qui va un peu piloter les liquidités des utilisateurs. Et par exemple, si le protocole a déposé, je sais pas, on va dire à 1 million de dépôts sur AAV, et bah, du coup, les gens du protocole peuvent utiliser ces 1 million de dépôts. Donc, en fait, tu viens utiliser les collatérales d'autres utilisateurs sur le protocole que tu veux utiliser pour potentiellement borrow via le collatéral que toi tu as ailleurs si tu veux. Donc ça va être aussi hyper important ils unifient les liquidités. Ça a une grosse importance d'avoir beaucoup de liquidités au départ pour pas se retrouver bloqué à un moment où si tu as des utilisateurs qui ont borrow le max de ce qu'a Sol en collatéral et du coup tu es obligé de les attendre pour sortir si tu veux entre guillemets. Question. Est-ce que tu peux scroller 2 fois vers le bas pour arriver sur l'onglet contributeurs? Parce qu'on me dit dans le chat justement quel est le lien avec Multiversix. Alors en fait c'est l'équipe de Atom Protocol qui développe ça, HATOM. Donc qui est le plus gros protocole de lending borrowing sur MVX aujourd'hui. Ils ont quelque chose comme je vais dire on va dire 200 ou peut-être 250 millions de TVL entre le liquid staking et le lending borrowing. Et d'ailleurs, ils vont amener un stablecoin décentralisé dans les prochaines mises à jour, dans les mois qui arrivent, qui va être l'USH. Et donc, du coup, en fait, c'est leur side project, en fait. C'est leur side project. Et c'est aussi, je pense, stratégique de leur part, si tu veux, parce que Atom Protocol n'a pas vocation à rester que sur MVX. Et comme AAV, si tu veux, ils vont aussi se déployer sur d'autres blockchains. Donc ça va aussi leur permettre, je pense, de poser Atom comme un gros acteur du lending borrowing sur d'autres chaînes via Sol aussi, tu vois. Donc, alors je réponds au chat. Très stratégiquement. Parce qu'effectivement, la question, elle est légitime. En fait, non. C'est important de comprendre que Sol, c'est un projet complètement à part de Multiversix qui est fait par des créateurs d'un protocole qui a commencé sur Multiversix. Donc, en l'état, en fait, il n'y a même pas de lien avec Multiversix si ce n'est des gens qui ont bossé sur Multiversix. Mais c'est complètement à part. Aujourd'hui, c'est uniquement sur des protocoles qui sont sur l'Ethereum Virtual Machine, mais ils ont vocation, s'il y a une demande communautaire, à se brancher à d'autres écosystèmes. La logique veut qu'il y aura très probablement des synergies avec l'écosystème Multiversix. On peut le voir avec P-Squared d'ailleurs dans les partners. Ouais. Mais pour le moment, on ne sait pas trop. MVX, dans tous les cas, sera intégré si tu veux. Mais une fois qu'ils auront commencé leur campagne, entre guillemets, sur les alt-VM, si tu veux. Donc, ça va être EVM en priorité. Et après, je pense qu'ils vont s'attaquer peut-être à SUI, peut-être à Aptos et les protocoles qui sont en MoveVM aussi. Et donc, forcément, MVX arrivera à ce moment-là, si tu veux. Mais c'est important pour MVX parce que ça va permettre de connecter un peu partout, si tu veux. Mais le protocole, au départ, est chain agnostique, si tu veux. Il n'est pas plus MVX que Ethereum. Et ça, c'est important aussi. Très clair. Je pense qu'on est pas mal. Ça nous fait déjà un format d'1h15 avec beaucoup d'informations techniques. Ouais. C'est bien, on a bien structuré nos propos, je trouve. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Et puis au pire, on pourra toujours refera des sessions, bien sûr. Mais là, tu vois, on a envoyé de la sovereign chain. Franchement, on a envoyé du très. Ouais, c'est vrai qu'on a envoyé pas mal d'infos. Mais c'est plus clair pour moi maintenant. Voilà, pour les gens qui adorent FUD Multiversix, moi je m'en tape en réalité. J'en ai pas. J'en ai pas et j'en ai eu, mais là j'en ai pas parce que je me dis qu'est-ce qui peut créer l'upside? C'est l'applicatif et aujourd'hui t'as pas vraiment une application qui mouche tout le monde dans Multiversix. Mais voilà, il y a un protocole de messagerie et peut-être que ça va se faire, peut-être pas, j'en sais rien. Ouais. C'est sûr que pour MVX, si tu veux, en tant qu'écosystème, c'est compliqué parce que t'as pas. MVX, faut rappeler qu'ils ont levé 5 millions, les gars. Quand on compare à NIR, quand on compare à Avalanche, qui sont à 100 millions. Plus de 200 millions, ouais. Ouais, voilà. Genre 5 millions, le premier protocole de DeFi un peu sympa que vous trouvez sur une nouvelle L2, il lève plus que ça aujourd'hui. Ouais. Donc les mecs. Ça dépend si on parle de valo ou de combien ils ont levé, mais oui. Là, je parle vraiment en termes de valo, que ça soit en seed round et à l'IEO, si tu veux.
CryptoRank, Elrond, je regarde juste par curiosité. Fundraising, ils avaient levé 5 millions. Donc, c'est pas la valo, c'est ce qu'ils avaient levé pour eux. Et après, ils avaient levé à quelle valo, c'est pas expliqué. Mais bon, 5 millions en sachant qu'ils ont levé en 2019. Hein, donc, ça fait 50 cash flow pour payer des gens. Donc, après, voilà, ils ont dû manger sur des launchpads type Olora et des compagnies, évidemment. Mais Je pense qu'ils ont actuellement perdu plus d'argent sur les launchpads qu'ils ont pu en gagner. Mais ouais, mais ils mangent bien quelque part. On n'est pas fou. Mais c'est juste que oui, par rapport à du Polygon, du NIR, du Solana et tous ces gros layer tu peux pas one. te permettre de balancer des grants à 500K si tu veux à toutes les personnes qui voudraient build. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué et c'est tout un mécanisme qui fait que il y a peu de builders sur MVX qui sont intéressés pour venir. Ouais. Mais je pense que Sovereign Chain, ça peut changer un peu la donne. Déjà parce que en fait, t'es pas forcément sur MVX, mais tu peux construire totalement ce que tu veux dessus. Et ça va aussi avoir un effet de networking si ça commence à être implémenté, tu vois. Et comme ils ont des bonnes, comment dire, relations avec par exemple Sunny de Osmosis, qui disait qu'il veut peut-être lancer une L2 Bitcoin, tu vois. Donc on sait jamais, peut-être que ça s'appuiera sur la tech ou pas, on verra. Mais ouais, donc ça va être surtout ça qu'il faut bosser si tu veux. C'est si on veut compete comparé à du Avalanche, à du Cosmos, c'est faut réussir à intégrer la tech, à la faire reconnaître et que tu as un effet de networking et que les gens commencent à venir de plus en plus dessus pour un peu lancer la machine. Une fois que la machine sera lancée, je pense qu'on verra vraiment des bons trucs. Mais c'est juste ce tipping point qu'il faut passer un peu. Super, merci beaucoup. Si ça vous a plu, en tout cas, je vous ai mis les liens utiles en description, le lien pour suivre Foudre sur Twitter, qui continue de couvrir cet écosystème. On se retrouve très vite. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et plein de nouveaux contenus vont arriver sur la chaîne. Ciao tout le monde. Merci encore, Foudre, en tout cas. Allez, ciao. À plus et puis merci aussi de m'avoir accueilli.